Salut les Tilous, ici Métos, de la chaîne Métos 3, catégorie Histoire. Nous voici aujourd'hui pour cette première partie qui sera consacrée à la vie de Gustave Eiffel. Et là vous allez sûrement vous poser la question, mais pourquoi la première partie? Et oui, car la vie professionnelle de Gustave Eiffel était tellement impressionnante que j'ai préféré dans cette première partie faire un inventaire de tout ce qui a été construit grâce à lui et son entreprise pour vous montrer que Gustave Eiffel ne représente pas que la tour Eiffel et un bout de la Statue de la Liberté. Donc c'est pour ça que je vais faire deux vidéos différentes avec la première partie et la deuxième partie pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc maintenant, nous allons bientôt commencer à passer à Gustave Eiffel. Mais avant, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important, à mettre le pouce vers le haut ou vers le bas et laisser le petit commentaire. Voilà, donc maintenant c'est parti, on part dans le passé avec Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, né Bonnickhausen, dit Eiffel, est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Son deuxième nom a été ajouté par un ancêtre allemand qui s'est installé à Paris au début du XVIIIe siècle et qui était originaire de l'Eifel à Marmagen dans l'actuelle Rhénanie du Nord-Westphal en Allemagne. Gustave souhaita retirer le nom de Bonnickhausen ayant une consonance allemande qui inspire des doutes sur sa nationalité française. Son père, Alexandre Bonnickhausen Eiffel, officier, engagé dans les armées napoléoniennes en 1811, devint secrétaire de l'intendance militaire de Dijon, ville où il épousa en 1824 Catherine Mélanie Monneuse, fille d'un négociant en bois. Ses parents travaillant énormément, il est confié pendant sa petite enfance à sa grand-mère maternelle sur Dijon. Durant son enfance, il vécut également au château du Cassel, situé aussi à Dijon, actuellement lycée Le Cassel. De 1843 à 1850, il fait ses études au lycée royal de Dijon. À 18 ans, en 1850, son baccalauréat en poche, il quitte Dijon pour entrer au collège Sainte-Barbe de Paris en vue de la préparation du concours d'entrée à l'école polytechnique. Mais, ayant échoué à l'oral, il choisit d'entrer à l'école centrale des arts et manufactures de Paris, dont il sort diplômé en 1855. Sa spécialité est la chimie en vue de reprendre l'usine de son oncle, mais à cause d'une brouille familiale, il décide de s'orienter vers la métallurgie et réside à partir de 1856 à Clichy. Après avoir été employé pendant des mois aux forges de Châtillon-sur-Seine, Eiffel fait la rencontre en 1856 par le biais de sa mère de Charles Neveu, entrepreneur parisien spécialisé dans la construction métallique, pionnier de l'utilisation d'air comprimé dans les forages par ailleurs proches des frères Percier. Résistant, léger et facile à manipuler, l'acier commence à s'imposer pour la construction de ponts et de charpentes, liés en particulier à l'essor des chemins de fer. Le jeune ingénieur fait bientôt la preuve de ses talents. Eiffel est placé par Neveu, dont les affaires ne sont pas très florissantes, à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. En dehors de cet emploi, il travaille avec Neveu à une offre pour la construction d'un pont ferroviaire sur la Garonne. Fort de ce marché probable, Neveu cède son affaire à la compagnie belge de matériel de chemin de fer, dirigée par François Powell, qui embaucha Eiffel. Ainsi, sa première grande réalisation fut cette passerelle Eiffel à Bordeaux en 1858, en collaboration avec Paul Regnault, chantier dont il assure la direction à seulement 26 ans. Ce chantier lui assure une première réputation. Au début des années 1860, sa collaboration avec Paul Regnault l'aurait amené à réaliser la passerelle Sainte-Paul et l'observatoire Sainte-Cécile à Arcachon. Le 7 avril 1862, à 29 ans, il se marie à Dijon avec Marguerite Godler. Le couple aura 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, nés entre 1863 et 1873. Sa femme meurt le 8 septembre 1877
à Levallois-Perret à l'âge de 32 ans. Et il ne se remariera jamais. Le premier grand chantier de Gustave Eiffel est, en 1858, le pont ferroviaire de Bordeaux, long de 510 mètres. Chantier dont il assure la direction à seulement 26 ans. Ce fut une prouesse technique pour un fleuve aussi large qui lui permet de tester toute une série d'innovations qui feront sa force par la suite. Fort de ses premières réussites, il fonda sa propre société en 1866 en faisant l'acquisition des ateliers Powell de construction métallique à Levallois-Perret à l'ouest de Paris. Depuis, il emporte plusieurs grandes commandes d'édification de viaducs et bâtiments à structure aux charpentes métalliques et n'hésite pas à parcourir l'Europe entière. Grâce à sa grande capacité à s'entourer de brillants collaborateurs, Théophile Seyrig en 1868, Émile Nouguier en partir de 1875 et Maurice Koechlin en 1879, et qui sera d'ailleurs à l'origine en 1881 de la conception de l'armature en fer de la Statue de la Liberté, dessinée par Auguste Bartholdi et inaugurée à New York en 1886, contribue au succès de la société Eiffel. Que ce soit hangars, galeries, gares ou autres, voici les différents édifices construits par les ateliers Eiffel. Premier, la galerie des machines du palais Omnibus de l'Exposition universelle de Paris en 1867. 2. La gare de Verdun à Verdun dans la Meuse le 14 avril 1870. 3. La gare de Budapest-Nyugati à Pest en Hongrie en 1875. 4. La gare Basman de Izmir en Turquie construite en 1876. 5. La charpente du lycée Carnot à Paris. 6. Les vinaigreries Dessau à Orléans. 7. Le dôme de l'Observatoire astronomique du Mont Gros à Nice et les ateliers Berthier à Paris en collaboration avec Charles Garnier, architecte de l'Opéra de Paris, ainsi que d'autres salles d'opéra. 8. Les charpentes métalliques et les verrières du siège central du Crédit Lyonnais à Paris. 9. Charpente métallique du poste central de Saïgon. Et il se lança dans la construction de ponts et viaducs comme 1. Le pont métallique de Lavaux, lieu de traversée du Leil en Vendée, entre Péau et la Couture, construit en 1877, est encore l'un des 16 ponts encore en service. 2. Pont du château de Carmézen sur la commune du Pommery-Jaudy, Côte d'Armor. 3. Viaduc du Neuval et de Rouzat pour la ligne de chemin de fer Commentry. 4. Le pont Maria Pia sur le Douro au Portugal en 1877. 5. Le pont Eiffel à Viana de Castelo en Portugal en 1878 est un viaduc rail-route à double tablier long de 562 mètres. 6. Pont de Cubzac sur la Dordogne-Gironde en 1879. C'est un pont-route en poutre et en treillis. 7. Viaduc de la Soulèvre dans le Calvados. 8. Le pont Treng Thien qui enjambe la rivière des Parfums à Hue, à Nam, aujourd'hui au Vietnam. 9. Viaduc du Garbit en 1884. L'achèvement de ce viaduc, situé dans le Cantal, lui assure une très grande renommée car l'arc de 165 mètres de portée qui soutient le tablier du pont constitue un record du monde absolu dans ce domaine. De plus, celui-ci est élevé à 122 mètres de haut. Mais l'avant-projet de ce viaduc, on le doit à Léon Boyer, et ce dernier figura sur le dernier billet de 200 francs consacré à Eiffel. Nous avons aussi le viaduc de la Tarbes, près d'Évaux-les-Bains, le viaduc de Thouars, pont de chemin de fer au-dessus de la rivière le Touet. On a aussi le viaduc sur le Vieccio à Venaccio en Haute-Corse.
le pont sur le Lescaut à Tamise, qui est situé en Belgique, le pont ferroviaire sur la Sargne, construit ensuite par l'ingénieur Jules Rival, le pont ferroviaire du Cabnac, gare construit entre 1860 et 1861. On a le pont ferroviaire d'El Ourit à Tlemcen en Algérie. On a la passerelle de Lavre sur la Seine entre le Bois de Boulogne à Paris et Saint-Cloud. Cette passerelle piétonne fait partie de l'aqueduc de Lavre. Et le viaduc Eiffel sur la ligne Paris-Mantes par Conflans sur l'Oise, pont métallique construit par la société Eiffel pour la partie caisson en poutrelle en 1892. Mais fut dynamité par les Français le 13 juin 1940 et il a été reconstruit en 1947. Et ouais, Tilou, c'est la fin de cette première partie consacrée à Gustave Eiffel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir que Gustave Eiffel et son entreprise ont quand même accompli de belles architectures et que par rapport à l'époque c'était quand même assez exceptionnel par rapport aux moyens techniques, au matériel qu'ils avaient, qu'ils aient pu faire autant de choses en si peu de temps. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, je vous remercie beaucoup. Pensez au pouce vers le haut ou au pouce vers le bas et aux petits commentaires pour me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie sur la vie de Gustave Eiffel, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Voilà, allez, ciao les petits loups.